Bonjour Benjamin Stora, historien, professeur des universités, président du conseil d'orientation des musées du Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. Merci d'être avec nous, j'allais presque dire aussi ex-68 Vous publiez un livre qui s'appelle 68 et après chez Stock, où vous vous interrogez finalement sur l'héritage de mai 68 aujourd'hui. Est-ce qu'il en reste quelque chose ? Ah oui, il en reste quelque chose du point de vue de la liberté de penser, sur la liberté des mœurs aussi. On a vu une véritable révolution, entre guillemets, s'accomplir depuis 50 ans dans l'égalité homme-femme, même s'il y a encore beaucoup d'imperfections, beaucoup de choses encore à modifier. Mais quand même, on ne peut pas raisonner de la même manière dans l'avant et l'après 68. Par exemple, sur la mixité dans les lycées. Moi, j'étais lycéen en 68, il n'y avait pas de mixité. Les lycées, il y avait les garçons, il y avait les filles. Bon. Et puis après 68, tout change. Et puis, bien sûr, la presse, la multiplicité des titres, la façon de penser, le regard au monde aussi, oui, qui a changé complètement. Quand je dis vous êtes un ex-68 vous arriviez d'Algérie, oui. Vous vous retrouvez tout jeune, en 68, à Paris, militant trotskiste. Vous pensez qu'on va faire chuter le capitalisme? Ce qu'on pense d'abord, c'est retrouver quelque part une famille, une fraternité. C'est-à-dire que l'arrivée d'Algérie dans l'après-62 était assez difficile. Il y avait un isolement, une dispersion familiale qui était quand même rude. Et puis tout d'un coup, sous le soleil de 68, il y a cette sorte de retrouvaille, de fraternité, d'une découverte aussi, d'une France. Avec d'ailleurs un monde ouvrier, vous le dites, très largement immigré à l'époque. Avec aussi la découverte d'un monde immigré que je vais connaître moi-même physiquement, puisque par la suite de cette catastrophe historique qu'a été le départ d'Algérie aussi pour mes parents, ma mère s'est retrouvée ouvrière d'usine. Donc j'ai travaillé avec elle à l'usine Peugeot de la Garenne-Beson. Et donc j'ai découvert effectivement l'importance, par exemple, de la présence algérienne en France et kabyle, principalement, qui était très très forte, très importante dans la sidérurgie. Ça, c'est évident. Vous dites dans ce livre, j'ai quitté le ghetto juif de Constantine pour retrouver le ghetto trotskiste de Paris. Il y a un petit peu de ça, parce qu'en fait, il y avait, dans l'arrivée d'après 62, une grande solitude. Et puis, avec 68, il y a des retrouvailles fraternelles et qui vont aussi m'enfermer quelque part dans un mode de pensée, dans une ritualisation des faits, des gestes, des musiques, qui ressemble effectivement à une forme, entre guillemets, de pratique communautaire, mais politique cette fois-ci, bien sûr, directement politique, avec le fait de se retrouver au diapason de sa génération, c'est-à-dire de gens qui avaient 18, 20, 21 ans à l'époque, qui pensaient la même chose, qui évoluaient de la même manière, qui manifestaient ensemble, qui vivaient ensemble pratiquement. Oui. Et en même temps, oui, mais en même temps, on va dire aussi qui pensaient collectif. Oui, parce que ce qui a disparu, vous le dites aujourd'hui, tout à fait, avec l'individualisme forcené de société. Ça aussi, mai 68 ne l'a pas sauvé. Mai 68 a essayé d'ouvrir une brèche dans le fait de préserver effectivement une dimension collective et un rapport au monde très large. Et on l'a vu ensuite, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que dans les années 80-90, c'est cette dimension qui va progressivement s'évanouir. Et ce qui va se substituer à la dimension collective, c'est l'individualisme, et puis le rapport à l'argent aussi, à la réussite sociale. Il y a toute une modification et un bouleversement dans la société, pas simplement en France, mais à l'échelle internationale, qui fait que les certitudes forgées par 68 vont progressivement s'atténuer et disparaître. Oui, alors vous racontez aussi votre propre parcours, 1980, changer la vie, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, et puis vous dites finalement la déception, vous pensiez que c'était un parti socialiste encore avec un ancrage ouvrier, alors qu'il s'agissait d'un parti tourné vers plutôt les classes moyennes, et plutôt des énarques d'ailleurs, donc c'est une grande déception pour vous, on enterre 68 à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il y a la découverte effectivement d'un monde qui était très éloigné de ce que moi j'avais appris dans les livres, le mouvement ouvrier, le socialisme, Jaurès, Léon Blum, le Front populaire. Mais l'entrée dans le Parti socialiste dans les années 80, après ma rupture avec le trotskisme, c'est la découverte. Il n'y a pas de suite, en fait, fondamentalement. C'est un autre monde, c'est un autre univers, avec d'autres pratiques, et en particulier celui de l'exercice du pouvoir. Moi, j'avais connu le Parti socialiste dans la conquête du pouvoir. Et donc, il y avait une radicalité du verbe, des références programmatiques absolument radicales. Et puis, dans l'exercice du pouvoir, tout cela s'est évanoui. J'allais presque dire, c'est égaré. C'est-à-dire qu'on a effectivement beaucoup de gens qui sont dans les cabinets ministériels, qui ont des pratiques administratives très très fortes, une connaissance de l'appareil d'État qui est nécessaire bien sûr, mais en même temps le rapport au monde
ouvrier, le rapport à la population, à la société au sens large, aux minorités, eh bien tout ce rapport-là s'était en fait perdu en chemin. Oui, mais 68, vous le disiez, c'est cette classe ouvrière, et en particulier immigrée, qui va ensuite être au centre des débats en France avec la montée du Front National. Vous dites, on n'a pas vu ça, mais finalement, ça vient de là aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a mal vu dans les années 80, avec la question de l'individualisme naissant, c'est l'apparition et la montée en puissance de ceux qui sont issus des immigrations postcoloniales, pour aller vite, et qui vont se battre pour l'égalité des droits. Et là, à partir de là, la réponse politique ne sera pas forcément une réponse adaptée, selon moi, parce que la réponse est celle du différentialisme. Hein, c'est celle de la reconnaissance de droits particuliers, comme par exemple le droit de vote pour les immigrés, etc. Alors que le grand problème, c'était celui de faire converger ces grands mouvements à l'intérieur d'un même récit qui, bien sûr, le récit républicain, qui permettait quand même de respecter les diversités. Donc c'est un petit peu le produit de ces années 80 qu'on va voir surgir dans les années 90-2000 avec la séparation des mémoires, les guerres de mémoire, la montée des identités particulières. Et là, on rentre dans une autre histoire. Oui, et qui finalement est très loin de mai 68. Ce qui est au fond ce rêve de 68 qui vous a fait rêver. Oui. Vous dites, au fond, aujourd'hui, n'a pas été saisi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, le parti politique qui avait réussi, qu'on le veuille ou non, à capter 68, c'était le Parti socialiste, avec le mot d'ordre de changer la vie. Hein, et personne n'avait vraiment lu le programme commun, pour être honnête, en 72-73, mais tout le monde espérait en un changement, quand même à la marge, même réformiste, mais un changement quand même. Or, ce changement-là n'a pas vraiment eu lieu, parce que par exemple, les institutions de la Ve République n'ont pas bougé véritablement. La financiarisation de l'économie s'est accélérée. L'individualisme, bien sûr, s'est installé dans la société. De sorte que le Parti socialiste a progressivement perdu de son influence, notamment parmi ce qu'on appelle, entre guillemets, les masses populaires, et l'a marginalisé politiquement. Oui, mais sur le plan des mœurs, il est interdit d'interdire. On voit ici l'un des slogans fameux de mai 68. C'est tout le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est d'une autre société. Oui. C'est une société qui a conquis des espaces de liberté indéniables quand même. On n'est plus dans les années 70, ça c'est évident. Mais il y a de nouvelles problématiques qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour, de nouveaux défis en fait, qui permettraient peut-être à nouveau de faire rêver la jeunesse d'aujourd'hui en termes de liberté d'expression, de circulation. Le problème des réfugiés aujourd'hui, comme vous le savez, vous en avez parlé, je préside le musée de l'histoire de l'immigration. Ce sont des questions qui mobilisent la jeunesse d'aujourd'hui. Donc il y a encore des outils, des instruments, des moyens qu'on peut redonner, disons, à des fractions importantes de la société, notamment la jeunesse, pour à nouveau, disons, retrouver, disons, ce qu'a fait l'esprit de 68. Oui, réenchanter, on pourrait dire, reprendre une expression déjà employée, réenchanter le rêve français. Oui, un peu ça, oui, il y a de ça, bien sûr, parce que la France est une grande patrie politique. Une grande patrie des ruptures, on le sait, on ne va pas ici les énumérer, de 1848, 1871, 1945, etc. C'est-à-dire que c'est un pays qui s'est façonné, qui s'est fabriqué par des affrontements, bien sûr, des réconciliations, bien entendu, et c'est ce qui est la marque de fabrique, pourrait-on dire, presque du nationalisme français, c'est-à-dire d'apporter aussi les moyens de l'égalité politique, d'une liberté plus importante. Merci beaucoup Benjamin Stora. Ça s'appelle 68 et après, les héritages égarés, publié chez Stock. C'est votre livre et c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.